Alors, cette fois-ci, nous allons parler des structures de contrôle. Je vais vous parler qu'est-ce que c'est que les structures de contrôle, comment utilisons les structures de contrôle, combien de structures de contrôle nous avons en algorithme ainsi que dans les langages de programmation. Alors, ici, on peut définir une structure de contrôle comme une commande qui contrôle l'ordre dans lequel les différentes instructions d'un algorithme ou d'un programme informatique sont exécutées. Alors, on peut dire qu'il existe trois grandes familles de structures de contrôle. Nous avons les structures linéaires ou séquentielles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire structure linéaire ou séquentielle? Comme leur nom l'indique, c'est linéaire, c'est-à-dire ligne par ligne. Le programme sera tout simplement lu ligne par ligne. OK? Nous avons d'abord la première ligne, après la deuxième ligne, ainsi de suite jusqu'à la fin de l'instruction. On peut considérer la structure linéaire comme la structure la plus facile. Nous avons en deuxième position les structures conditionnelles ou alternatives. Alors, comme son nom l'indique, nous avons les conditions. Nous allons d'abord poser les conditions au niveau des traitements. Si la condition est vraie, nous allons faire ce traitement-là. Sinon, si la condition n'est pas vraie, nous allons faire cet autre traitement-là. Nous avons en troisième position les structures répétitives, également appelées itératives, également appelées boucles. OK? Donc, ce sont des structures de contrôle qui sont utilisées pour gérer de très, très grands calculs. Comme leur nom l'indique, ça permet de répéter les conditions jusqu'à ce que la condition soit fausse. Donc, tant que la condition, elle est vraie, ça va faire le traitement. Mais une fois que la condition sera fausse, ça va quitter la boucle et ça va faire ça va dévier puis faire un autre traitement. OK? Donc, maintenant, nous allons commencer par la structure, comme je l'ai dit, la plus simple, qui est la structure linéaire ou séquentielle. Alors ici, nous pouvons caractériser la structure linéaire par une suite de traitements qui sera exécutée successivement dans l'ordre énoncé. OK? Donc, nous avons la syntaxe générale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire syntaxe générale au niveau d'un programme? La syntaxe générale, c'est tout simplement comme la formule générale d'un programme. C'est-à-dire que nous avons une règle d'écriture que nous devrons suivre si nous voulons écrire ce code-là. OK? Donc, voilà la syntaxe générale. Nous avons faire le premier traitement, faire le deuxième traitement, etc., jusqu'à faire le traitement N, jusqu'à l'infini. Alors, sachez que ça n'a pas de limite, hein. Vous pouvez écrire le programme jusqu'à là où vous voulez vous arrêter. Alors, pour un peu égayer le tout, nous allons proposer un algorithme, un exemple bien sûr, qui calcule la moyenne de 3 notes saisies par l'utilisateur. OK? Et ces 3 notes-là ont les mêmes coefficients. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce que l'algorithme veut dire? L'algorithme veut dire tout simplement que nous devrons demander à l'utilisateur de rentrer 3 notes. Et lorsque l'utilisateur va rentrer les 3 notes, ça va calculer la moyenne de ces 3 notes-là. OK? Donc, pour pouvoir faire cet exemple-là et puis voir l'exécution en direct, nous allons utiliser un logiciel qu'on appelle AlgoBox. Alors, AlgoBox est un logiciel qui nous permet de pouvoir écrire notre algorithme en tant que petit projet pour voir l'exécution, OK, le rendu de l'exécution. Mais attention, l'algorithme ne permet pas d'avoir une application, pas du tout. Elle est juste la base d'une application qui sera obtenue par la traduction en langage de programmation bien déterminé. OK? Donc, rendez-vous sur notre fameux AlgoBox. Alors, bienvenue dans AlgoBox. Voici l'environnement de l'AlgoBox que nous avons ici. OK? Donc, comme je l'ai dit, nous allons écrire notre programme en faisant la moyenne de 3 notes que l'utilisateur aura fourni au clavier. Alors, comment on utilise AlgoBox? C'est très facile à l'utilisation. OK? Nous avons ici les variables et nous avons début algorithme, et entre début algorithme et puis fin algorithme, nous allons mettre nos traitements. Donc, avant de commencer à écrire des codes, il faut obligatoirement déclarer les variables. Ça, c'est obligatoire. Et ici, nous avons d'ores et déjà parlé de 3 variables, c'est-à-dire la première note, la deuxième note et la troisième note. OK? Voilà. Donc, pour déclarer la variable,
avec AlgoBox, c'est simple. Vous allez venir ici à ce niveau-là. Vous voyez que nous avons à peu près des boutons, non? Ok, tout ça, ce sont des boutons. Et vous pouvez remarquer que à part déclarer nouvelle variable, tous les boutons que nous avons ici sont éteints. Ça veut dire tout simplement que ils sont incliquables, on peut pas les utiliser. Ok, donc nous avons besoin de déclarer une nouvelle variable. Donc vous allez cliquer sur déclarer nouvelle variable. Ok, mais avant ça, n'oubliez pas de mettre le curseur sur variable ici. C'est-à-dire que variable doit être colorée en gris, d'accord? Voilà. Donc, lorsque vous déclarez, vous cliquez sur variable, directement, vous venez cliquer sur déclarer nouvelle variable. Donc, nous allons donner le nom de notre variable. Donc, le coup que nous avons fait tantôt au niveau des variables, c'est quoi? C'est que si vous devrez nommer les variables, vous donnez n'importe quel nom que vous voulez en respectant les conventions que je vous ai données. N'utilisez pas des mots-clés, n'utilisez pas des ponctuations, n'utilisez pas des caractères spéciaux à part underscore et également n'utilisez pas l'espace pour déclarer vos variables. Ok, voilà. Donc ici, ce que je vais quand même vous conseiller, c'est de mettre des variables qui sont très faciles à comprendre. Ok, donc nous avons ici notre comme nous avons dit que nous allons demander à l'utilisateur de déclarer, de donner 3 notes. Donc, nous allons avoir note 1, note 2, note 3. OK? C'est du type nombre. Bon, nous avons vu les différents types de variables au niveau de notre variable. Et nous avons vu que nous avons des entiers réels, caractères, chaînes de caractères et boolean. Mais ici, avec AlgoBox, ça donne seulement nombre. Ça ne donne pas entier réel. Non, entier réel, tout ça fait partie de nombre. Nous avons les caractères, les chaînes de caractères qui se font partie des chaînes. Nous avons également les listes et les tableaux qui font partie des listes, d'accord? Donc ici, nous allons prendre plutôt les nombres. Donc vous cliquez sur OK. Vous voyez que ici, votre variable a été déclarée. Donc je vais faire la même chose encore pour déclarer note 2. Donc pour note 2, c'est toujours note. Je vais cliquer sur OK. Donc nous avons ici note déclarée variable. Donc je vais écrire ici note 3. OK? Donc sur note 3, je vais mettre OK encore. Donc nous aurons également besoin de notre variable qui va prendre le calcul de ces 3 notes-là. Donc, qu'on va appeler moyenne. Comme on a dit de créer un programme qui permet de calculer la moyenne. Donc là, nous allons l'appeler moyenne. OK? Donc, on met OK. Donc, nous venons de déclarer nos 4 variables qui sont là. Maintenant, nous aurons besoin de mettre monotraitement. On va d'abord demander, donner la main à l'utilisateur. Nous avons vu 2 fonctions. Nous avons vu la fonction afficher et la fonction lire. OK? Donc, vous pouvez constater que c'est toujours en gris, n'est-ce pas? Ces boutons sont incliquables. On ne peut pas les utiliser. OK? Donc, ce que vous allez faire, vous allez venir vous positionner sur début algo. Mais ne vous positionnez pas sur fin algo, ni sur variable encore. Début algo si vous voulez faire vos traitements. Et si vous vous mettez sur début algo, vous pouvez constater ici au niveau de nouvelle ligne que ça s'active. Imaginez que je mette mon curseur ici. Vous voyez que c'est désactivé, on ne peut pas cliquer. OK, voilà. Donc, je vais me mettre sur début algo et je vais cliquer sur nouvelle ligne. Vous voyez que ça m'a donné une nouvelle ligne et ça a libéré tous ces boutons-là. Donc, je peux vraiment bien faire mon travail. Maintenant, nous allons afficher un message. Donc, le message que nous allons afficher, voilà. Donc, venez ici. Cliquez ajouter afficher message et si vous mettez ajouter afficher message, ça va vous amener cette petite boîte de dialogue et là vous allez me donner la phrase que vous voulez. Donnez une jolie phrase d'accroche, bien sûr, c'est important. OK, donc ici je vais rentrer quoi? Je vais mettre entrée. Je vais mettre ici entrée la première note. La première note. OK? Donc, rentrer la première note. Alors, l'utilisateur va rentrer une note. Alors, quelle note l'utilisateur va rentrer? L'utilisateur peut rentrer ce qu'il veut, bien sûr. Mais sachez que ça doit être affecté à une variable une des variables que nous avons déclarées ici. Parce que lorsque ça va être affecté, ça va aller se mettre en mémoire de notre ordinateur pour attendre le traitement. OK? Donc, on revient faire la même chose. Nous allons cliquer sur nouvelle ligne. Alors, n'oubliez pas de mettre la fonction lire. La fonction lire, c'est tout simplement la fonction qui permettra à l'utilisateur d'écrire, bien sûr, quelque chose au clavier. Donc, nous avons ici la liste de nos 4 variables que nous avons créées.
et la première note sera attribuée à note 1. Donc, vous sélectionnez note 1 et vous cliquez sur OK. OK? Donc, maintenant, on fait la même chose avec les autres. Donc, nouvelle ligne, ici, afficher message et nous allons mettre le même message, bien sûr. Entrée, la deuxième note. OK? La deuxième note. OK, on clique sur OK. Donc, nouvelle ligne et on va lire note 2. Donc, cette fois-ci, je vais sélectionner note 2. OK. La même chose, nouvelle ligne et ce serait affiché entrée, la troisième note. 2 points. Et nous allons cliquer OK. Donc, nous allons également lire la troisième note. Donc, troisième note, note 3, OK. Donc, nous voilà avec nos 3 notes. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord mettre la phrase d'accroche. Par exemple, la moyenne de vos 3 notes est... Voilà, donc je pense que ce serait plus intéressant. Et après, directement, nous allons mettre la formule. Sachez que votre ordinateur ne va pas trouver la formule toute seule. Hein. Vous devrez obligatoirement mettre vous-même la formule. Donc ici, j'ai nouvelle ligne et afficher message, la moyenne de vos 3 notes est 2 points. Et on va cliquer sur OK. Et cette fois-ci, nouvelle ligne, bien sûr. Et nous allons ajouter calcul, d'accord? Et directement, ça va également vous donner cette boîte-là. Alors, sachez que vous voyez que nous avons des commandes qui sont là. Ce sont des fonctions. Ça permet de faire des calculs. Vous pouvez constater sur vos claviers que vous n'avez pas la racine carrée, la puissance, ainsi de suite, hein, comme les symboles mathématiques que nous avons l'habitude de voir. Donc, ce que les développeurs ont fait, ils ont créé des fonctions mathématiques qui nous permettront de pouvoir faire tous nos calculs mathématiques sans pour autant se casser la tête. D'accord? Donc, nous allons voir tout ça un peu plus tard. Ok? Donc, nous avons beaucoup de fonctions qui sont là, de multitudes de fonctions que nous pouvons utiliser. Donc, ici, nous allons juste mettre notre formule. Notre formule, c'est quoi? Moyenne égale à note 1 plus note 2 plus note 3, le tout divisé par 3. Alors, sachez une chose, nous venons de déclarer nos variables et vous pouvez constater que nous avons déclaré nos variables avec des caractères. Donc, la manière dont vous avez déclaré vos variables, c'est-à-dire que la manière dont vous avez écrit moyenne avec M minuscule, O, Y, E, N, N, E, etc., etc. C'est de cette même manière-là que vous devrez l'écrire ici. Sinon, si vous changez d'alphabet ou de caractère, ça ne va pas le faire. Même M majuscule est différent de M minuscule, ok, en programmation. Donc, je vais mettre ici moyenne égale à, en parenthèse, on a note 1 plus note 2 plus note 3 divisé par 3. On va cliquer sur OK. Donc, voici notre formule. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons exécuter notre algorithme. Donc, pour exécuter notre algorithme, c'est simple. Vous venez tout simplement ici au niveau de tester algorithme. Vous cliquez sur tester algorithme. Et directement, vous voyez que là, vous avez votre code source que vous venez d'écrire ici qui est venu là. Ok, c'est bien affiché ici. Donc, vous allez cliquer sur lancer l'algorithme et nous avons ici notre console. Donc, cette console-là, c'est ici que nous allons fournir nos commandes. D'accord? Donc, par exemple, note 1, on va mettre 12. Note 2, on va mettre, par exemple, 14. Et note 3, on va mettre 15. Et vous voyez, la moyenne de vos 3 notes est 2 points et ça nous a donné notre moyenne. OK? Voilà. Donc, voilà ce que nous pouvons dire au niveau du programme en question. Alors, sachez qu'avec AlgoBox, vous pouvez imprimer en PDF. Si vous cliquez sur imprimer en PDF, ça va transformer votre fichier en fichier PDF et vous pouvez télécharger sur votre ordinateur et ça vous fera un petit support, OK, pour les révisions, bien sûr.
Ok, voilà. Donc voilà ce que nous pouvons dire au niveau de notre programme. On va relancer l'algorithme. À chaque fois que vous voulez faire d'autres vérifications, relancer l'algorithme. Donc je vais mettre comme ça, lancer l'algorithme. Et ici, je vais mettre par exemple 16, 12, 17. Et la moyenne de mes trois notes, c'est 15. D'accord? Donc, voilà un peu le petit programme que nous pouvons donner au niveau de structure séquentielle ou linéaire. Vous pouvez remarquer que ici il n'y a pas de condition ni de vérification. Nous avons la première instruction, après la deuxième instruction, troisième, quatrième, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que l'ordinateur a traité nos codes. Ok? Maintenant que nous avons terminé avec la structure séquentielle ou linéaire, nous attaquons maintenant les structures alternatives ou conditionnelles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une structure alternative ou conditionnelle? C'est tout simplement une structure qui n'offre que deux issues possibles à la poursuite de l'algorithme, qui vont s'exclure mutuellement, bien sûr. Nous avons en première position, si le test est positif, on effectue un certain traitement. Si le test est négatif, bien sûr, on effectue un autre traitement. OK? Voilà. Donc, on parle ici de traitement conditionnel. Donc, nous avons ici plusieurs types de structures alternatives, OK, que nous allons étudier un à un. Nous avons d'abord la structure alternative simple ou réduite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que nous allons vérifier si la condition elle est vraie. Au cas où la condition elle est vraie, nous allons faire un traitement. Mais au cas où la condition elle est fausse, on va rien faire du tout. C'est-à-dire qu'on ne va même pas dire à notre ordinateur de faire un traitement si la condition elle est fausse. Donc la syntaxe générale c'est quoi? Vous pouvez remarquer que ici nous avons des mots qui sont en gras. Bon, ceux qui sont en gras et puis bien foncés, ça veut dire que c'est eux les mots clés, d'accord? Donc nous avons si, on a la condition, alors on a début si, on a traitement et on a enfin fin si. OK? Donc voici ça notre syntaxe générale de la structure alternative simple ou réduite. Donc, nous allons écrire un petit algorithme qui calcule la racine carrée d'un nombre. Alors, vous savez déjà que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Donc, normalement, on doit poser la condition si le nombre que l'utilisateur aura mis au clavier est positif, faire ce traitement-là. OK? Sinon, dire à l'utilisateur que ce n'est pas possible de faire le calcul. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que vous pouvez remarquer que ici, nous avons parlé de seulement la condition simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sinon. Au cas où le nombre que l'utilisateur a mis au clavier n'est pas conforme à la condition ici, ça ne fait rien du tout. D'accord? Voilà. Donc, nous allons aller sur notre AlgoBox pour faire le traitement. À tout de suite. Alors, bienvenue dans notre AlgoBox pour ce deuxième exemple. Alors, l'exemple veut que nous créons un petit programme qui permet de demander à l'utilisateur de donner un nombre. Et si l'utilisateur donne le nombre, ça permet de faire la racine carrée de ce nombre-là, mais en utilisant la conditionnelle simple. OK? Donc, la même chose que nous avons fait la dernière fois, c'est ce que nous allons faire ici en déclarant nos variables. Donc, nous allons déclarer une nouvelle variable que nous allons appeler tout simplement A. Donc, nous allons maintenant déclarer une deuxième variable qui va prendre la formule, bien sûr, de la racine. OK? Donc, on va cliquer sur OK. Maintenant, nous avons juste besoin normalement de ces deux variables-là. Nous allons maintenant commencer nos traitements. Donc, on va d'abord donner la main à l'utilisateur. Donc, ajouter, afficher message, entrer, votre nombre. OK? Donc, entrez votre nombre et n'oubliez pas de lire le nombre. Si vous entrez seulement message, affichez votre nombre et que vous ne mettez pas lire le nombre qui a été déclaré ici, rien ne va se passer. Donc, on va lire A. Voilà. Donc, nous avons ça qui est là.
Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va utiliser la conditionnelle comme on l'a vu au niveau de la syntaxe. Donc, toujours nouvelle ligne. Et vous voyez que tous les boutons se sont allumés. Et nous avons besoin de la conditionnelle si. Donc, on va cliquer sur si. Donc, on a ici si A est positif. Donc, qu'est-ce que on peut... quelle est la, comment on peut vérifier si A est positif ou pas? On peut vérifier si A est positif tout simplement si A est supérieur ou égal à 0. Donc, si A est supérieur ou égal à 0, si A est supérieur ou égal à 0, donc nous n'allons pas ici cocher sinon. Pourquoi? Parce qu'on va pas ajouter le sinon, ok, logiquement, parce que ici on a la conditionnelle simple. Donc on va cliquer sur OK. Donc vous voyez la formule qui est là, si condition alors début si, on va faire le traitement là et fin si. Donc ici le traitement c'est quoi? Ici le traitement c'est tout simplement on va d'abord afficher notre message d'accroche. Donc nouveau message. Nous avons ici la racine carrée est 2 points. La racine carrée est 2 points. Et nous allons également cliquer sur sur la nouvelle ligne. Et là, on va afficher calcul cette fois-ci. Donc, alors, sachez que avec nos claviers, il n'y a pas le symbole de la racine carrée comme je vous l'ai dit la dernière fois. Mais nous avons, des fonctions qui sont à notre disposition, qui nous permettront de pouvoir les utiliser pour créer, pour faire nos formules, nos calculs mathématiques. Donc, on a ici racine égale à. Alors, en programmation, la fonction qui permet de faire la racine carrée, c'est SQRT. Vous voyez ici racine carrée de X. Donc, ici, nous avons SQRT de A. Donc, on va cliquer sur OK. Voilà. Donc, ici, nous avons notre programme qui est là. Et nous allons maintenant tester. Donc, on va lancer l'algorithme. Et ici, je vais donner, par exemple, 25. Alors, la racine carrée de 25 est 5. Mais cette fois-ci, je vais donner un nombre négatif. Comme je vous l'ai dit, vous savez tous comme moi que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Donc, vous voyez que ça n'a rien renvoyé. Ça a juste mis, ça a juste fait terminer l'algorithme. L'algorithme terminé. C'est tout simplement le fait que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas, mais le problème c'est que on n'a pas demandé à notre ordinateur de nous fournir un résultat quelconque. Par exemple, la racine carrée de 45, voici la racine carrée de 45, ok? Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire au niveau de la conditionnelle simple. C'est tout simplement une structure conditionnelle qui est utilisée pour faire quelques tests au sein d'un programme, c'est tout. Sinon, elle n'est pas beaucoup utilisée pour faire des calculs et tout ça. Non, non, non. Pourquoi? Tout simplement, ça va juste vérifier si la condition, elle est vraie. Au cas où la condition, elle est vraie, elle va donner un résultat. Mais au cas où la condition n'est pas vraie, elle ne va rien donner, retourner du tout. Elle va juste terminer le programme en question. Ok, maintenant nous allons attaquer la structure alternative ou complète ou complexe. Comme son nom l'indique, c'est complète. Ça veut dire tout simplement que nous allons faire les deux vérifications. Si la condition elle est vraie, nous allons faire ce traitement-là. Alors si la condition n'est pas vraie, on va faire cet autre traitement. Ok, donc je vais vous donner la syntaxe générale. Vous pouvez constater que au premier temps, c'est la même chose que pour la racine, pour la conditionnelle simple ici. Si condition, alors début si, traitement, fin si. Nous avons ici sinon. Ok, donc c'est sinon qui est ajouté à ça. Alors sachez que le sinon là est facultatif, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. On peut avoir des si jusqu'à la fin. Alors, de deux, également, sachez que le sinon ne prend jamais de condition. Vous voyez ici, nous avons juste sinon. Depuis sinon, on va faire nos traitements et puis fin sinon. C'est tout. OK? Voilà. Donc, ça, c'est la syntaxe générale. Maintenant, nous avons à écrire un petit programme de test. C'est-à-dire qu'on va demander à l'utilisateur de donner son âge. Et lorsque l'utilisateur va donner son âge, ça va afficher si l'utilisateur est majeur ou mineur. C'est-à-dire que ça va faire la vérification
si l'âge que l'utilisateur a donné, est-ce que l'utilisateur est majeur ou bien l'utilisateur est mineur. Alors, rendez-vous sur notre fameux AlgoBox pour faire ce traitement. Bienvenue sur AlgoBox pour ce petit traitement, à savoir définir si l'utilisateur est majeur ou mineur avec l'âge que l'utilisateur aura mis au clavier. Donc ici, on va toujours déclarer nos variables, hein, on en a besoin. Donc, on va donner le nom de âge à notre variable. Ok, sans ponctuation, bien sûr, ne mettez pas d'accent sur complexe. Donc, on va mettre sur nombre. Donc, je pense que ici, nous aurons juste besoin de l'âge, hein, en tant que variable. Donc, la même chose ici, on va donner une nouvelle ligne. Et là, on va afficher un message pour demander à l'utilisateur de rentrer son âge. Donc, nous avons ici entrer votre âge. Donc ici, cette fois-ci, comme c'est une phrase qui est textuellement envoyée, donc on peut mettre accent sur complexe, bien sûr. Donc on va lire âge, n'oubliez pas. Tant que vous ne mettez pas lire variable, ça va pas permettre à l'utilisateur de lire la variable. Donc maintenant, nous allons mettre nos traitements, c'est-à-dire si, sinon. Donc on a nouvelle ligne, on a si, alors. Donc, on a ici, au cas où l'utilisateur, l'âge de l'utilisateur est supérieur ou égal à 18, alors l'utilisateur est majeur. Dans le cas contraire, l'utilisateur est mineur. Donc, pour cela, on va mettre A. On va mettre ici A. Nous avons là, supérieur ou égal à 18. Mais cette fois-ci, nous allons cocher le sinon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a besoin du sinon. Si vous ne cochez pas le sinon, ce sera comme la conditionnelle simple. Le sinon ne viendra pas. Donc, on va cocher sur sinon, ajouter sinon. Et là, on va cliquer sur OK. Donc, vous voyez ici, nous avons si, et nous avons début si, fin si. On a sinon, début sinon, fin sinon. Et cette fois-ci, nous allons afficher le message. On va mettre vous êtes majeur. Et au cas contraire, nous allons afficher vous êtes mineur. On va cliquer sur OK. Donc, voici un peu ce que nous avons ici. Nous allons maintenant tester notre algorithme. Donc, on va cliquer sur tester. Et ici, on va lancer notre algorithme. Et entre votre âge, je vais mettre 12. Vous êtes mineur. Et vous voyez ici, l'âge est inférieur à 18. Donc, on m'a dit, vous êtes mineur. Et là, je vais mettre, par exemple, 23. Et vous êtes majeur. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire au niveau de la structure de contrôle qui est là. Donc, nous avons ici le si. Âge supérieur ou égal à 18, alors on a début si, on a affiché, voilà, on a fin si. Donc voilà un peu ce que nous avons. Maintenant, nous allons voir les structures alternatives imbriquées. Alors, c'est tout simplement une série de traitements. Des conditions, bien sûr, des conditions que nous avons successivement, c'est-à-dire des conditions les unes à l'intérieur des autres. C'est ça le imbriqué. Alors, il existe deux sortes de imbriqués, bien sûr, mais c'est l'une des deux que nous utilisons le plus. C'est-à-dire, si on a la condition, je vais vous donner la syntaxe générale. Si on a la condition 1, alors traitement, début si, bien sûr, traitement, ainsi de suite. Vous voyez? Nous avons des sinon si, sinon si, sinon si, sinon si. Alors ici, ce que je veux vous dire, c'est tout simplement, comme je vous l'ai expliqué, le sinon ne prend jamais de condition, c'est seulement le si qui prend toujours la condition. Mais ici, vous pouvez constater que nous avons sinon et nous avons la condition parce que tout simplement, il y a le si. Il y a également le fait que si vous avez sinon et puis si, c'est toujours le début si que nous allons privilégier, bien sûr, ici. OK? Donc, en exemple, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que ici, écrivez un programme qui demande à l'utilisateur de rentrer 3 notes, 3 entiers bien sûr, au clavier, puis affiche le maximum de ces 3 entiers-là. C'est-à-dire que lorsque vous avez, par exemple, 5, 3, 2, c'est quoi le maximum de ce 3-là? C'est 5. Voilà, donc on veut avoir ça. Donc, rendez-vous sur notre AlgoBox, bien sûr. Alors, bienvenue dans notre AlgoBox pour pouvoir
traité ce sujet-là, à savoir la structure conditionnelle imbriquée. Maintenant, nous allons déclarer nos 3 variables qui vont nous permettre de pouvoir faire la comparaison. Nous avons déclaré une nouvelle variable et nous allons déclarer A en tant que nombre, bien sûr. Déclarer une deuxième variable, nous allons déclarer B en tant que nombre. Déclarer une troisième variable, nous allons déclarer C en tant que nombre. Ok, donc nous avons ces 3 nombres-là. Et nous avons début algorithme. Au niveau de début algorithme, nous allons cliquer sur nouvelle et on va demander à l'utilisateur d'entrer A. Donc, entrer le nombre 1. Et on va lire le nombre 1 qui sera A. La même chose ici. Entrer le nombre 2. Alors, on va lire le nombre 2 qui sera ici B. Entrer le nombre 3. On va lire le nombre 3 qui sera C. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre maintenant les conditions. C'est-à-dire que nouvelle ligne, bien sûr, et nous allons utiliser le si. Donc cette fois-ci, nous allons mettre si les conditions. Au fait, ici, c'est si le premier nombre qui est A est supérieur à B, et on va utiliser E. E, c'est tout simplement l'opérateur logique, ok? Et si B et A supérieur à B, alors A est le maximum, oui, A est le plus grand, ok? Donc, on a ici, on va activer notre clavier visuel, bien sûr. Donc, on a ici A. On a ici A supérieur à B et A supérieur à C. A doit accepter, A doit obligatoirement respecter ces deux, vérifier ces deux conditions-là. Si A vérifie ces deux conditions-là, c'est que A est maximum. Donc, attention, ici, vous allez ajouter le sinon, d'accord? Voilà, donc nous allons cliquer sur OK. Donc, vous voyez ici, nous avons Debussy et Fancy. Ici, nous allons afficher tout simplement le message. Donc, A est le maximum. Et voilà. A est le maximum. Sinon, et à l'intérieur de sinon, on va également utiliser si à l'intérieur, d'accord? Sinon, si, comme on l'a vu. OK? Voilà. Donc, on a ici, sinon, si, on a A inférieur à B. Cette fois-ci, c'est B qui doit être plus grand que tout ça. B et B supérieur à à C. On va ajouter toujours le sinon. Debussy. Et cette fois-ci, on va afficher le message B est le maximum. B est le maximum. Et nous avons sinon. Sinon, on va tout simplement mettre, on va plus mettre de condition. Il va comprendre tout seul, ok? Donc, C est le maximum. Et voilà. Donc, maintenant, je vais cliquer sur tester l'algorithme. Et voilà, notre test. Donc, je vais lancer le test. Et ici, on me demande d'entrer A. 12, 45, 0. B est le maximum. Vous pouvez vérifier par vous-même. Donc, on va relancer l'algo encore. Donc, on a 78, on a 90, on a 87. C'est B qui est toujours le maximum, bien sûr. Donc, on va changer un peu. 34, 12, 89.
C est le maximum. Maintenant, on va faire en sorte que A soit le maximum 45, 45, 8, 6. A est le maximum. Vous pouvez remarquer que c'est correct. OK? Donc, voilà un peu comment vous pouvez utiliser le imbriqué avec un algorithme, bien sûr, avec AlgoBox. OK? Voilà. Alors, maintenant, nous allons voir les structures répétitives ou itératives ou les boucles. Alors, sachez que les structures répétitives permettent tout simplement de répéter l'exécution de traitements. OK? Alors, il existe deux sortes de structures répétitives. Nous avons ce qu'on appelle les boucles itératives. Ça, c'est tout simplement si nous connaissons le début et la fin de la répétition. C'est-à-dire que je sais quand ça va commencer, par quoi ça va commencer et je sais là où ça doit se terminer. Supposons que je vous demande de m'écrire un programme qui permet de faire de donner la table de multiplication d'un nombre qui sera fourni au clavier par l'utilisateur. Supposons que l'utilisateur rentre 5 au clavier. Donc, ça va commencer par exemple de 0 à 10. Donc, 5 fois 0, 5 fois 1 jusqu'à 5 fois 10. Je sais que l'initiale c'est 0 et la finale c'est 10. Donc, ici, ça, on appelle ça la boucle itérative parce qu'on connaît le début et la fin. Alors, mettez-vous une chose en tête, c'est pas tout le temps que ça va commencer de 0. C'est pas que l'initialisation doit être 0 forcément. L'initialisation peut être moins l'infini jusqu'à plus l'infini, comme vous voulez. Par exemple, vous pouvez initialiser à 10, 20, 30, moins 1, moins 2, moins 1000, moins 100, moins 200, etc., etc. Nous avons après ce qu'on appelle les boucles conditionnelles. Alors, les boucles conditionnelles, ça, c'est tout simplement le fait que le nombre de répétitions n'est pas connu. OK? Et ça peut varier. OK? Donc, nous avons ici, par exemple, les tant que ou bien faire tant que. Tant que cette condition-là existe, faire ce traitement-là. Au cas où cette condition n'est plus vérifiée, arrêter la boucle et puis faire ce taux de traitement. OK? Donc, nous allons commencer par la boucle itérative qui est le pour. OK? Donc, là, le pour, c'est tout simplement le fait que le nombre de fois de répétition est fixé à l'avance. Donc, on connaît combien de fois la boucle va se répéter. Donc, nous avons la syntaxe générale. Alors, ici, la syntaxe générale n'est pas très compliquée. C'est bon, en algorithme, c'est juste une phrase c'est juste une sorte de phrase que nous allons faire. Nous avons ici pour la variable. La variable, c'est ce qu'on appelle le compteur. Le compteur, c'est ce qui va changer de valeur, bien sûr. Au fait, ça va aller d'initial à final. L'initial et final, l'initial c'est tout simplement le point de départ et la finale c'est tout simplement le point d'arrivée, là où ça doit s'arrêter. Et c'est le compteur qui va prendre ça. Vous voyez la phrase si vous arrivez à comprendre le sens de la phrase. Nous avons pour variable entre parenthèses, j'ai mis compteur pour vous dire que ça s'appelle également compteur de initial jusqu'à final. OK? Par exemple, pour i allant de 0 à 10, ça veut dire tout simplement que i va commencer à compter et d'être compté à 0 et ça va aller jusqu'à 10 et lorsque ça arrive à 10 ça va s'arrêter. Donc on a début pour, on a fin pour et à l'intérieur on a le traitement. Alors ici notre fameux exemple c'est le fait de créer un petit algorithme qui affiche la table de multiplication d'un entier entré au clavier par l'utilisateur. Alors donc nous allons sur notre AlgoBox bien sûr pour faire ce traitement. Bienvenue sur AlgoBox, nous allons maintenant faire notre traitement. Donc cette fois-ci, on va tout naturellement déclarer nos variables. Ici, nous aurons besoin d'avoir la première variable qui est, par exemple, on va mettre A, qui prendra la valeur que l'utilisateur mettra au clavier. Ce serait du type nombre. Donc, deuxième variable, ça, ce serait le compteur. Vous vous rappelez, au niveau de notre programme, notre syntaxe, on a mis compteur, qui serait également du type nombre. En troisième position, nous avons la multiplication, c'est-à-dire la formule de la multiplication que nous devrons mettre, qui sera appelée par exemple mul. OK? Donc ici, maintenant, nous allons commencer le traitement. Maintenant, on va donner la main à l'utilisateur. On va permettre à l'utilisateur de donner un nombre. Donc, je vais mettre ici entrée votre nombre. Donc, ici, l'utilisateur va entrer le nombre qui sera lu par A. Donc, ici, cette fois-ci, qu'est-ce que nous allons faire? On va rentrer
On va utiliser notre boucle pour. Donc, on va ici, nous avons ajouté pour 2. Donc, on a ici pour A allant de jusqu'à. Donc, c'est pas A le compteur, c'est plutôt I le compteur. Donc, on va sélectionner I allant de. On veut que ça soit de 0 jusqu'à combien? Par exemple, on veut s'arrêter à 10. Vous voyez ici. Donc, on va mettre OK. Donc, vous voyez pour I allant de 0 à 10. Maintenant, début pour. On va maintenant faire le traitement. Donc, ici, au niveau du traitement, on va faire quoi? On va mettre la table de multiplication est. La table de multiplication est 2 points. Et cette fois-ci, on va afficher maintenant le calcul de la table de multiplication. Donc là, ce serait mul qui sera égal à multiplié par I. Par exemple, si l'utilisateur donne 5, ça sera 5 fois 0, 5 fois 1, parce que c'est le I là qui va s'incrémenter, c'est-à-dire ça va ajouter 1. Donc, on va cliquer sur OK. C'est fini. Maintenant, on va tester l'algorithme pour voir si ça marche. On va lancer l'algorithme. Ici, je vais rentrer 5. Alors, ici, vous pouvez remarquer qu'il se passe quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est faux, hein, c'est tout à fait correct. Mais vous voyez que la table de multiplication est, ainsi de suite. Comment on appelle ça? Ça se répète autant de fois que ça affiche le résultat, par exemple ici. Tout simplement parce que j'ai mis cette phrase-là à l'intérieur de la boucle. Je voulais vous montrer tout simplement que tout ce que vous allez mettre à l'intérieur de la boucle pour sera itéré. Ce sera répété. Donc, on va enlever ça. Ici, on va supprimer. Donc, si vous voulez supprimer une ligne, peut-être par mégarde, ainsi de suite, vous cliquez sur, vous sélectionnez tout simplement la ligne et vous allez venir ici, vous supprimez la ligne. Donc, on va écrire à l'extérieur de la boucle for. Donc, pour l'écrire à l'extérieur de la boucle for, vous allez vous positionner ici et vous allez ajouter une nouvelle ligne. Donc, ça viendra directement en bas. Et on va ajouter la phrase. Donc, le message que nous allons ajouter, c'est la table de multiplication. La table de multiplication est 2 points. Et cette fois-ci, nous allons mettre la table de multiplication. Donc, je vais tester. Nous avons ici 5. Et vous voyez que ça nous a affiché la table de multiplication. Mais le problème, c'est que ici, c'est trop que l'on ne comprend rien du tout. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va tout simplement venir ici. C'est ce que nous allons modifier. Donc là, si vous voulez modifier une ligne, vous venez tout simplement sélectionner la ligne et vous venez ici cliquer sur modifier ligne. Donc là, comment on va modifier? On va juste ajouter un retour à la ligne. Donc, vous cliquez sur retour à la ligne et vous cliquez sur OK. Donc, cette fois-ci, on va tester pour voir si ça vient. Vous lancez l'algo et vous mettez par exemple 5. Et vous voyez ici 5 fois 0, 5 fois 1, 5 fois 2, ainsi de suite jusqu'à 50. OK, donc c'est ce que nous pouvons dire à ce niveau-là. Et ici également, pour que 0 puisse aller, on va faire un retour à la ligne. OK, donc on a ici testé. On va mettre 6 cette fois-ci. Vous voyez 0 est venu à la ligne parce que j'ai mis retour à la ligne ici jusqu'à 60. OK, donc c'est de 0 à 60. Donc c'est ce que nous pouvons dire au niveau de la table de multiplication avec la boucle for. Alors, nous sommes à la dernière partie. Alors, cette dernière partie-là, c'est la boucle tant que faire et la boucle faire tant que. Alors, pourquoi je préfère vous exposer les deux en même temps? Tout simplement parce que les deux là ont une similitude. Elles sont même appelées des sœurs. Elles sont presque la même chose. Elles sont pareilles. OK? Il y a tout simplement une petite différence au niveau syntaxique, c'est-à-dire au niveau de la formule. Lorsque vous les regardez, il y a juste une petite différence. Il y a une petite différence également lors du traitement. Sinon, elles font le même boulot. OK? Alors, qu'est-ce que c'est que les deux structures de contrôle? Ces deux structures de contrôle sont appelées les conditionnels, les itératifs conditionnels. C'est-à-dire que avec ces deux-là, on ne connaît pas le nombre d'itérations qui se passent. C'est-à-dire, on ne sait pas combien de fois
combien de fois il y aura de répétitions avec ces deux. D'accord? Donc, pour cela, nous avons d'abord le premier. La première structure qui est tant que faire. C'est-à-dire tant que on a la condition faire le traitement. OK? Donc, tant que la condition, elle existe, faire ce traitement. Alors que ici, on a le contraire. Faire d'abord le traitement avant de vérifier la condition. Je pense que je vous ai déjà dit que un ordinateur travaille en séquence. Comme l'ordinateur travaille séquentiellement, elle ne va pas sauter d'instruction. Elle va d'abord lire la première instruction, après la deuxième, ainsi de suite. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que lorsque vous écrivez votre programme et que vous écrivez le code d'utilisation de tant que, ça va d'abord vérifier la condition. Alors, si la condition, elle est vraie, ça va aller faire le traitement. Mais au cas où, même au départ, la condition, elle est fausse, elle ne va pas du tout faire le traitement. Elle va sortir de la boucle et partir. OK? Alors que ici, c'est tout à fait le contraire. Sachant que l'ordinateur travaille en séquence, elle va d'abord faire un traitement avant de vérifier la condition. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que je garde une maison et qu'on me dise que les personnes mineures n'ont pas le droit de rentrer dans cette maison-là. Nous avons fait déjà un petit exemple sur la minorité et la majorité. Donc, à chaque fois que une personne vient se présenter à moi, je vérifie son âge. Et ici, là, ce serait la vérification. Ici, mon âge serait supérieur ou égal à 18. Donc, la première personne qui va venir, supposons que son âge c'est 25 ans. Donc, je peux venir vérifier la condition et je vois que la condition, elle est vraie. Donc, je viendrai faire ce traitement-là, c'est-à-dire que je vais laisser la personne en rentrer. Imaginez que la deuxième personne a 15 ans. Je vais venir vérifier. Je vois que 15 et 18 ne concordent pas. Donc, la personne est mineure. Je ne vais pas faire ce traitement, je vais renvoyer la personne. OK? Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que lorsque la personne viendra et que la personne a 15 ans, je vais d'abord laisser la personne rentrer et c'est après que je viendrai vérifier si la personne est majeure ou mineure. Après, je vais venir me rendre compte que la personne, elle est mineure et c'est trop tard, la personne est déjà rentrée. J'ai déjà donné la permission à la personne. Donc, la différence entre les deux, c'est tout simplement le fait que au cas où la condition elle est fausse au départ, la boucle tant que ne va pas faire le traitement. Elle est très très stricte. Mais alors que ici, même si la condition au début elle est fausse, au moins le traitement sera fait une fois quand même au moins. OK? Donc elle est moins stricte. Sinon, à part ceci, ces deux-là permettent de faire la même chose. Alors, la boucle structure tant que faire est plutôt plus avantagée et plutôt plus utilisée que l'autre structure qui est le faire tant que. D'accord? Donc, nous allons écrire un petit exemple qui va permettre d'afficher tous les nombres entiers naturels dont le cube est inférieur à 5000. C'est-à-dire que nous allons afficher tous les nombres en entier, bien sûr, tous les nombres entiers. Donc, lorsque vous élevez ces nombres-là à la puissance 3, c'est inférieur à 5000. OK? Donc, nous allons utiliser notre fameux AlgoBox pour faire ce traitement. Alors, bienvenue dans notre AlgoBox. Nous allons faire le traitement de la boucle tant que. Alors, ici, nous aurons besoin de quoi? Nous aurons besoin de déclarer notre variable que nous allons appeler NB. Bon, on peut mettre ça en minuscule, hein, c'est mieux. NB. OK? Donc, ici, nous avons juste besoin du NB, hein, parce que ça va juste prendre les variables, les valeurs, prendre et puis afficher les valeurs. Alors, sachez que ici, on ne va pas, nous n'allons pas donner la main à l'utilisateur ni rien du tout. On va juste afficher les nombres, c'est tout. Donc, cette fois-ci, nous allons ajouter une deuxième, ligne. Donc ici, nous allons initialiser, c'est-à-dire nous allons initialiser notre nombre. Pourquoi? Parce que nous aurons besoin de faire quelques calculs avec le nombre. Donc avec notre variable ici NB. Donc on va affecter une valeur. Donc quelle valeur nous allons affecter? On va tout simplement affecter 0. OK? Voilà. Donc on vient d'affecter 0. Et ici, nous allons juste mettre une petite phrase d'accroche. Hein. Donc la phrase d'accroche que nous allons mettre, c'est afficher tous les nombres dont le cube
dont le cube est inférieur à 5000. Deux points. OK? Donc ici, cette fois-ci, on va mettre on va utiliser notre boucle tant que. Donc on a ici la boucle tant que. Donc nous avons ici tant que, on va mettre la condition. Donc nous avons vu que nous disposons des fonctions, n'est-ce pas? Donc, on va utiliser la fonction power. La fonction power, ça veut dire power. Donc, on doit élever notre nombre au cube, bien sûr. Donc, voici comment on écrit ça. Donc, on a le nombre à élever et on a la puissance. On va écrire la puissance à laquelle on veut l'élever. Donc, on va utiliser notre clavier visuel est inférieur, c'est ça la condition, à 5000. Voilà. Donc, la condition à 5000. Voilà. Donc, on a OK. Donc, vous voyez que c'est ici tant que, voilà, faire. On va maintenant utiliser notre calcul comme je vous l'ai dit. Donc, on va afficher d'abord. On va afficher afficher la variable. Hein. Voilà, on va afficher cette variable-là. Et ici, nous allons maintenant ajouter une nouvelle ligne et on va faire l'affectation. Donc, la variable que va prendre notre NB, ça sera NB plus 1. Alors, pour qu'un NB plus 1, parce qu'on veut tout simplement que ça puisse s'incrémenter avec le NB. À chaque fois que ça ajoute, ça ajoute, ça ajoute. OK, voilà. Donc, ça va pas rester figé, ça va plutôt s'ajouter. Donc, on va exécuter, voir. OK, donc vous voyez maintenant, nous avons les nombres. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est collé. On ne veut pas que ce soit collé parce qu'on ne comprend rien. Donc, vous venez juste ici, on peut se positionner là et on va ajouter une nouvelle ligne. Donc, on va afficher message et on va mettre des griffes. Donc, ces griffes-là permettront tout simplement de distancier. Vous allez voir, ça va bien nous donner notre écriture. Donc, on va afficher, vous voyez que c'est bien affiché, non? Alors, si vous vouliez, vous pouvez afficher comme la manière dont nous avons affiché la table de multiplication. Mais je pense que ça, c'est plus joli. Donc, nous avons 0, c'est-à-dire le cube de 0 ne vaut pas 5000. Le cube de 1 ne vaut pas 5000 jusqu'à 17. Ne vaut pas 5000, OK? Donc, voilà un peu ce que nous avons au niveau de notre programme. Voici l'exécution qui est là. Voilà, voici l'exécution qui est là, bien sûr. OK, voilà. Donc, voilà, avec la boucle tant que. Alors, bon, sachez que Algobox ne gère pas le faire tant que. C'est tout simplement pour vous dire que le faire tant que n'est pas tout le temps utilisé. OK, ça existe, mais certains langages de programmation ne vont même pas utiliser le faire tant que. OK, il y en a d'autres qui ne vont s'arrêter qu'au niveau de la boucle tant que. Voilà. Alors, merci de m'avoir écouté. C'est la fin de ce tuto et j'espère que vous aurez bien appris, bien compris les structures de contrôle, surtout avec les exemples que nous avons fait. N'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, allez me suivre sur Instagram, TikTok et également. Vous aurez toutes les informations dans la barre d'informations, OK? Alors, activez la cloche de notification, laissez les commentaires, laissez les j'aime et n'oubliez pas de partager au maximum les vidéos. OK? Donc, merci.